Bonjour. Nous allons maintenant commencer à étudier le concept de pointeur en C. Alors attention, pour les débutants, souvent ce concept de pointeur semble infranchissable et très complexe. C'est dommage, il n'en est rien. En vérité, les pointeurs c'est relativement simple. Un pointeur est une adresse en mémoire. Le langage C vous permettant de manipuler aussi bien cette adresse mémoire que les données qui sont à cette adresse. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, nous allons commencer par faire un petit projet au niveau de notre Eclipse. Donc, bouton droit New, un projet de type C, plus précisément de type Hello World ANSI C. Nous l'appellerons test pointer et nous conserverons la chaîne de compilation adaptée à votre système d'exploitation. Parfait. Finish. Alors pour rappel, n'oubliez pas, vous pouvez construire votre projet en cliquant sur le marteau. Très bien. Néanmoins, nous avons ici un tout petit projet. Il peut être pratique que ce projet soit reconstruit à chaque sauvegarde. Regardez, en demandant donc les propriétés du projet, je vais dans C, C++ Build et je sélectionne l'onglet Behavior à ce niveau-là, ce qui me permet de cocher cette case Build on Resource Save. Ok, à partir de là, regardez bien. Je fais une modification, je sauvegarde, automatiquement le projet a été reconstruit. L'avantage, c'est que s'il y a une erreur, nous en serons informés beaucoup plus rapidement. Très bien. Donc reprenons notre exemple. Et donc, nous allons commencer par déclarer une variable value qui va contenir la valeur 10. Nous pouvons donc faire un printf value égale et nous y afficherons, nous y injecterons la valeur de la variable value. Arrivé à ce stade, normalement, value vaut 10. Très bien. Maintenant, regardez, nous allons déclarer une deuxième variable que nous allons appeler pointer. Cette nouvelle variable est de type int étoile, à savoir pointeur sur entier. Et nous allons initialiser ce pointeur avec l'adresse de value. Vous inquiétez pas pour le rouge, là, je viens de sauvegarder. Il me dit simplement que ma variable est non utilisée. C'est rien. Pour faire disparaître ce rouge, il vous suffit par exemple de faire cela. Donc regardez bien, je dis que ma variable value donc, va valoir une certaine valeur et je rajouterai at. Et là, je vais mettre un %p. Bon, vous l'aurez compris, P pour pointeur. Et donc, j'afficherai quoi? J'afficherai la valeur de mon pointeur. Eh bien, regardez, je relance mon projet. Et donc, nous avons bien la variable value qui vaut 10. Elle est stockée à cette adresse. Parfait. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Regardez, mon pointeur, c'est donc une adresse. Alors attention, vous pourriez modifier la valeur du pointeur. Dans ce cas-là, ce pointeur pointerait ailleurs en mémoire. Mais moi, ce que je veux modifier, c'est la valeur stockée à cette adresse. Pour accéder à la valeur stockée à l'adresse pointer, je fais étoile de pointer. Je vous rappelle, pointer a été initialisé pour pointer sur value. Nous avons ici l'adresse de value. Donc à cette adresse-là, nous avons donc normalement une valeur entière, la valeur 10. Alors n'essayez pas d'y stocker une valeur qui soit, pourquoi pas, de type chaîne de caractères. Ça ne marchera pas. Bien entendu, notre pointeur pointant sur un entier, il veut qu'on y stocke un entier. Donc là, il n'est pas content sur le type de la donnée qui est affectée. Par contre, je peux très bien y stocker la valeur 15. Regardez, je récupère mon printf à ce niveau-là. Et je continue à vouloir afficher la valeur de value. Eh bien, regardez, comme nous avons modifié la zone pointée, donc nous avons modifié le contenu de value, donc value vaut maintenant 15. Très bien, donc là nous avons les éléments de syntaxe de base pour la manipulation des pointeurs. Donc un pointeur se déclare avec une étoile à la droite du type. Nous pouvons initialiser un pointeur en calculant l'adresse de quelque chose avec l'opérateur et commercial suivi de l'élément pour lequel vous voulez calculer l'adresse. Et puis nous avons ici l'affectation de la zone pointée avec une nouvelle valeur entière. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais à quoi ça peut servir?
Pour comprendre à quoi ça peut servir, nous allons commencer par un premier petit exemple. Regardez, je vais faire une fonction que je vais appeler swap. Cette fonction prendra deux paramètres, first et second. Et puis, pourquoi pas, nous allons imaginer que nous allons pouvoir swapper, que nous allons pouvoir permuter nos variables en exécutant ce code. Donc dans temp, on stocke la valeur de first, dans first, on met maintenant la valeur de seconde, et dans seconde, on y remet la valeur qu'on avait stockée dans notre variable temporaire. Et puis pour vérifier si cela marche, je vais mettre during the call de point, et nous allons afficher donc la valeur de first et la valeur de seconde. Et puis, pour vérifier si ça marche, je commente ces quelques lignes-là. Nous allons créer deux variables, int a qui vaut 10, int b qui vaut 20. Nous allons invoquer notre fonction de permutation sur a et b. Et puis nous allons afficher le résultat de a et b après l'appel. Donc after the call, et donc nous afficherons a et b. Donc vous pourriez penser que là, nous avons bien réussi à permuter a et b. Si c'est ce que vous avez en tête, enlevez-vous ça vite de l'esprit, c'est une erreur. En vérité, ça ne va pas marcher. Regardez, on a bien ici permuté les variables, les paramètres, first et second. Par contre, une fois qu'on est sorti de swap, si on affiche a et b, nos variables a et b n'ont pas été modifiées, n'ont pas été altérées. Alors pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsque l'on appelle une fonction, les paramètres sont passés par copie. On dit aussi par valeur. Mais donc, on a eu ici un appel avec copie des paramètres. Des valeurs de nos paramètres, voilà. Et donc, comme on a eu une copie, ce que nous avons permuté, c'est la copie. Donc ça ne marche pas, je vais l'appeler batswap. Et je vais reprendre tout ça, mais cette fois-ci, je vais en faire une autre version qui ne va pas prendre des copies, mais qui va plutôt prendre des pointeurs. Regardez, ici, je vais donc dire que mon swap, il va prendre un pointeur, alors je vais l'appeler pfirst, et un autre pointeur que j'appellerai psecond. Bon, du coup, il faut faire quelques petites modifications. Si ça, c'est un pointeur sur un entier, ce que je vais stocker dans ce temp, c'est le contenu de la zone pointée. Dans le même ordre d'idée, dans étoile de pfirst, je vais mettre le contenu de la zone pointée par seconde, et dans étoile de psecond, j'y remettrai la valeur initialement calculée. Ensuite, nous y mettrons, au niveau de l'affichage, le contenu des zones pointées, donc pfirst et psecond. Bon, du coup, ça ne marche plus. L'appel ici ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que là, nous disons que nous avons spécifié que nous acceptions des pointeurs sur des valeurs entières. Il faut donc stocker l'adresse de A et l'adresse de B. Regardez, cette fois-ci, il semblerait que tout recompile. Et donc, si je relance cet exécutable, oui, cette fois-ci, après l'appel, A et B ont bien été permutés. Pourquoi? Parce que durant l'appel, nous avons passé donc des pointeurs et nous sommes après chargés de permuter les zones derrière ces pointeurs. Donc, résultat de ce petit exemple, les pointeurs peuvent nous permettre de faire des fonctions qui permettront d'avoir les valeurs de paramètres qui vont changer à la suite, au terme de cet appel. Donc si vous voulez que vos fonctions puissent vous retourner des valeurs,
ou en tout cas puisse accepter des modifications des valeurs passées, vous devriez obligatoirement passer par paramètre. Regardez, je vais faire par pointeur, excusez-moi. Regardez, je vais faire un autre exemple un petit peu plus subtil, j'en conviens. Mais nous allons définir une structure. Ce sera une structure qui va permettre de manipuler donc des nombres rationnels, des fractions si vous préférez. Et puis je ne vais pas nommer cette structure parce que je vais plutôt préférer faire un typedef, un alias de type. Comme ça, j'aurai directement accès au nom rationnel comme type de données. Un rationnel aura deux champs, un champ numérateur et un champ dénominateur. On va aussi imaginer avoir une fonction qui nous permette de faire une simplification d'une fraction. Par exemple, 4/8, peut-être simplifier. 4/8, c'est 1/2. Donc je vais faire une fonction que je vais appeler simplify et qui acceptera en paramètre donc un rationnel. Alors du coup, pour faire une simplification, ce qu'il me faut, c'est le plus grand diviseur commun. Donc je vais faire une autre fonction que je vais appeler int pgcd, pourquoi pas. Donc notre plus grand commun diviseur. Et donc int a, int b. Et donc bon là, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'algorithme du pgcd, mais normalement, sauf erreur de ma part, ça devrait être quelque chose qui dit que si b est égal à 0, alors je retourne A, sinon je retourne le PGCD. Oui, je l'ai fait en version récursive. On peut aussi faire un PGCD itératif, mais pour nous simplifier la vie, ça s'écrit un petit peu plus rapidement. Je vais le coder ainsi. Et donc, on retournera le PGCD de B et du modulo de A divisé par B. C'est très bien. Donc ici, je vais pouvoir récupérer mon diviseur, qui sera égal au PGCD. De R.numerator et de R.dénominator. Et donc normalement, R, son numérateur, je vais pouvoir le diviser par le diviseur. Et le dénominator, on va aussi pouvoir le diviser par ce même diviseur. Je vais procéder un petit peu comme tout à l'heure, et je vais afficher la valeur de mon rationnel durant l'appel. Voilà, et donc, regardez, j'affiche mon numérateur et mon dénominateur. Très bien. Et puis, on va tester si ce code fonctionne correctement. Regardez, je me permets de le déplacer pour que vous puissiez tout avoir sous les yeux. Mais donc, ici, je commente aussi ces quelques lignes. Et donc, on va faire un rationnel R. R.numérateur vaudra 4. R.dénominator vaudra 8. Et nous allons donc chercher à simplifier notre rationnel. Et puis regardez, je reprends l'affichage qui est ici pour vérifier le contenu de R. A priori, tout compile correctement. Je lance l'exécutable. Et donc, il semblerait que effectivement, durant l'appel, on ait bien réussi à réduire notre fraction. Et donc, on a bien calculé 1/2. Par contre, en sortie, encore une fois, notre rationnel est resté inchangé. La réponse est toujours la même. Ça ne marche pas parce que mon rationnel ici, qui est une structure, a malgré tout été pris par copie. On a fait une copie de notre rationnel. Donc ce que nous avons ici simplifié, c'est la copie. Donc l'original étant resté inchangé. Si on veut qu'en sortie de Simplify, notre rationnel ait effectivement été altéré, il va certainement falloir travailler par pointeur. Donc regardez, je fais quelques petites modifications sur mon code. Donc je dis que Simplify prend un pointeur sur un rationnel. Bon, du coup, si c'est un pointeur étoile de R, c'est mon rationnel sur lequel je récupère soit mon numérateur, soit mon dénominateur.
Et puis bien entendu ici, je ne passe plus une fraction, un rationnel, non, je passe un pointeur sur cette fraction. Regardez, cette fois-ci, en sortie, oui, after, excusez-moi, là, je m'étais trompé sur mon affichage, mais donc, une fois sorti de la fonction, nous avons bien R qui a été définitivement modifié. Allez, je me permets une dernière petite chose. Je vais conserver cette version de Simplify qui marche très bien, hein, mais je vais en faire une nouvelle version pour introduire un petit point de syntaxe, un petit raccourci. Quand vous avez quelque chose qui est un pointeur, et plus précisément un pointeur sur une structure, pour accéder au champ de la structure, vous pouvez utiliser ça, mais vous pouvez aussi utiliser ce raccourci, à savoir l'opérateur flèche. Alors, on est bien d'accord, la flèche n'est utilisable que si R est un pointeur sur une structure. Et donc, du coup, ça vous permet de légèrement simplifier l'écriture de ce programme. Et en tout cas, si vous avez la flèche, c'est forcément que R est un pointeur. Donc, en termes de visibilité, on voit mieux que R est un pointeur. Alors ça, je peux le faire ici parce que j'ai bien un pointeur sur une structure. Par contre, dans les exemples précédents, et notamment sur le swap, je n'aurais pas pu utiliser l'opérateur flèche à ce niveau-là, hein, bien entendu. Bon, dans tous les cas, je vais tester ma nouvelle version de ma fonction Simplify. Et donc, ça marche toujours aussi bien. Donc, en sortie, 4/8, c'est un demi. Très bien. Donc, pour clore ce premier tutoriel sur les pointeurs, donc, on est bien d'accord, un pointeur, c'est une adresse. Pour calculer l'adresse de quelque chose, nous utilisons l'opérateur et commercial. Cette adresse donc, renvoie quelque chose qui sera typé pointeur. Donc, pour le type, nous devrons utiliser l'opérateur étoile. Et donc, nous avons ici un pointeur sur rationnel. Nous avions, dans les exemples précédents, des pointeurs sur entier. Quand nous avons un pointeur, nous pouvons manipuler la valeur pointée en utilisant l'étoile devant le pointeur. Étoile pointeur, ça veut dire je récupère la zone pointée. Bon, ici, la zone pointée était une structure. Nous allons après accéder à un champ de cette structure. Ici, le pointeur étant un pointeur sur entier, étoile de p seconde, c'était un entier. Et dernier point de syntaxe qu'on a rajouté, si vous avez un pointeur sur une structure, vous pouvez utiliser la flèche en lieu et place de ces parenthèses sur la récupération de la zone pointée. Ça vous permet légèrement de simplifier votre écriture. Et puis notez qu'avec cette syntaxe, si vous continuez à faire du contrôle espace dans votre atelier, malgré tout, ça marche très bien. Et il vous propose bien les champs autorisés sur la structure. Parfait. Donc, voilà qui clôt ce premier tuto sur nos pointeurs. Le prochain tutoriel présentera l'utilisation des pointeurs au niveau des collections et notamment au niveau des tableaux. Pour manipuler les tableaux, nous avons très souvent besoin d'utiliser des pointeurs. Nous reverrons ça un petit peu plus tard. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.